Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver au cœur de cette semaine inédite. En attendant le retour du carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise en janvier, dans un an, en janvier prochain, eh bien, l'agglomération du Choletais, vous le savez maintenant, a troqué les traditionnelles tables rondes pour ce rendez-vous, ce plateau télé éphémère, chaque jour abordant différents métiers pour inspirer, éclairer, apporter des réponses à toutes les personnes, les jeunes, leurs familles et puis les moins jeunes aussi, tous ceux qui se questionnent sur leur avenir. Des réponses, des éclairages, des pistes, des clés pour avancer. Marketing international, le temps d'une émission, ces deux mots sont associés car, et on va le voir ensemble, ils sont bien associés. On va pouvoir le constater en compagnie de nos invités. Bienvenue donc à vous, toutes et tous. En quelques mots, je vous présente et ensuite on prendra bien sûr le temps avec chacune et chacun. Bonjour Dominique. Dominique Lévesque, alors n'hésitez pas à prendre votre micro. Vous êtes professeur en BTS Commerce International au sein du lycée Europe. Absolument. À Cholet, bienvenue. À vos côtés du lycée Europe également, Odile Whittaker. Bonjour. Bonjour. Odile est professeure d'anglais, référente du fameux programme Erasmus. On y reviendra au cours de cette table ronde. On est ravis d'accueillir Jean-Philippe Madec. Bonjour. Bonjour, directeur adjoint de l'enseignement supérieur au sein de l'ESUPEC. C'est comme ça qu'on prononce ? Oui, c'est ça. C'est l'école supérieure du Choletais. Bienvenue également à Lydia Carnevez. Bonjour. Bonjour. Alors Lydia, vous êtes professeure d'économie au sein de l'ESCA, mais aussi directrice du campus Choletais de l'ESCA. C'est ça, exactement. On réexpliquera bien ce qu'est l'ESCA pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et bienvenue également à Laurent Morillon. Bonjour à vous. Laurent, directeur de l'entreprise familiale du même nom, Morillon. On découvrira ce qui se cache derrière, 5e génération au sein de cette entreprise. Alors, avant de commencer, on va prendre le temps de vous présenter les uns et les autres. J'ai envie de lancer comme ça une première question. Si je vous dis international, comme ça résonne comment? Avant même d'aller un peu plus loin, international, marketing, qu'est-ce qui résonne pour vous? Odile, je vous vois prête à répondre. International, ça va avec voyage, déjà. Donc, il faut déjà... je dis toujours à mes élèves, est-ce que vous aimez voyager? Donc, si vous aimez voyager, déjà, c'est un très bon départ. C'est un bon démarrage. C'est un bon point de départ. Voilà, et puis découverte aussi, je trouve. Une résonance pour ces mots, pour vous, Dominique? Moi, je pense aux langues étrangères, aimer pratiquer les langues étrangères. C'est ça. La découverte d'autres langues. Absolument. International, marketing, ça résonne comment? L'international, c'est vraiment la curiosité, d'abord, la curiosité intellectuelle et l'envie de découvrir quelque chose d'autre. Donc quelque chose de différent qui ne fonctionne pas exactement sur nos normes et c'est toute la richesse que ça implique en fait. Intéressant. Jean-Philippe? Alors, je vais faire les deux, international et marketing. Oui. International, tout ce qui a été dit, j'ai pas grand-chose à y rajouter avec le fait que ça implique une adaptation. Et c'est ça qui est extrêmement formateur pour tous nos jeunes, c'est que toute expérience à l'étranger va nécessiter une adaptation au quotidien, professionnel, personnel. Et c'est une qualité que les entrepreneurs vont rechercher. Et le marketing a ceci de commun, parce qu'il y a du marketing à l'international, puis du marketing plus intérieur, mais c'est un peu la même chose. Il y a une nécessité d'adaptation, parce que dans le marketing, il y a une telle diversité de métiers, une telle diversité de fonctions, que dans une carrière de marketing, les gens vont être obligés de s'adapter au fur et à mesure des années. Ah, intéressant, l'adaptation. Laurent, ça résonne comment ces mots, international, marketing? Effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je pensais à l'échange aussi. Oui. Donc, en fait, en termes commerciaux, si on fait un peu de commerce, on aime les échanges. Mais c'est vrai qu'à l'international, c'est d'autant plus important puisqu'on a à la fois un échange type business, un échange culturel, un échange de valeurs. Et c'est tout ça qui me vient à l'esprit et qui est, je pense, qui doit être attractif. Merci beaucoup. Alors, on va faire un peu plus ample connaissance. Je vous ai présenté brièvement. On va commencer avec vous, Dominique, pour en savoir un peu plus sur votre mission quotidienne et ce lien avec ces mots qui sont notre sujet. Je suis Dominique Lévesque, professeure en BTS Commerce International au lycée Europe Schumann.
à Cholet. Donc, dans le cadre de ma mission, bien sûr, j'enseigne le commerce international, à savoir donc, le marketing international, mais aussi la communication interculturelle, les différences interculturelles, comment les appréhender, et le management interculturel. Alors ça, c'est évidemment, on fait découvrir aux étudiants tous les outils de marketing international, comment découvrir un marché, les outils statistiques. Et puis le deuxième volet, finalement, de ma mission quotidienne, c'est aussi d'aider les étudiants dans leur recherche de stage à l'étranger, puisque les étudiants de BTS Commerce International, dont je m'occupe plus particulièrement, ont la chance, ont l'opportunité d'avoir dans leur formation, dans leur cursus, inscrit un stage obligatoire de 3 mois dans un pays étranger, dans le service commercial d'une entreprise dans le monde entier, en fait. Ce qui semble indispensable quand on aborde ce genre de sujet. C'est vraiment le point d'orgue de leur formation. C'est vrai que c'est ce qui donne toute la richesse de ce diplôme. Merci beaucoup. On va continuer dans le même lycée, mais avec une fonction un peu différente pour vous, Odile. Oui, alors donc moi j'enseigne aussi un petit peu au BTS Commerce International et je m'occupe plus particulièrement de la recherche de stage aussi avec Dominique et puis des bourses Erasmus et du programme Erasmus dans l'ensemble au sein du lycée Europe. Et donc voilà, je ne suis pas limitée, si vous voulez, aux étudiants en commerce international, mais c'est quand même avec eux que nous avons commencé le programme Erasmus au lycée Europe. On va peut-être redire pour les jeunes et leurs familles qui nous écoutent, pour que ce soit très clair, Erasmus en quelques mots, c'est quoi? C'est l'opportunité de l'étranger. Donc Erasmus, c'est européen. Ce sont des fonds européens qui sont accordés par la Commission européenne. Donc c'est directement lié à l'Union européenne. Et le programme Erasmus, au départ, s'adressait uniquement aux étudiants. Et il y avait des programmes similaires pour d'autres types de publics, pour le secteur scolaire, le secteur professionnel, par exemple, à l'éducation des adultes aussi, qui portaient des noms différents. Le programme Erasmus a eu un tel succès que la Commission européenne a décidé de l'étendre à tous les autres types de publics pour améliorer en fait la visibilité des programmes européens. D'accord, qui permet aujourd'hui d'aller dans plein de destinations. Voilà, et aujourd'hui c'est vrai que ce n'est pas uniquement limité à l'Union européenne. Il y a des possibilités aussi de pouvoir partir en dehors de l'Union européenne avec certaines restrictions tout de même. Ce n'est pas systématique, mais il y a des possibilités. Et ce qui est important aussi, c'est que le programme Erasmus, ce n'est pas simplement des financements. C'est aussi une aide pour les établissements à structurer leur action à l'international et leur stratégie globale d'établissement pour pouvoir améliorer leur formation. Merci beaucoup Odile. Jean-Philippe Madet, quel est le lien entre les UPEC et l'international et le marketing? Alors, avant tout, plutôt le marketing. Les UPEC, je le rappelle, c'est le pôle enseignement supérieur du lycée Sainte-Marie. Et donc, en fait, une fois qu'on est dans l'enseignement supérieur de les UPEC, on peut finalement intégrer toute la filière marketing en partant d'un BTS commercial, donc en l'occurrence NDRC ou communication. Et puis dans le cadre de notre partenariat avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, nos étudiants, une fois titulaires de BTS, ainsi que d'autres étudiants, comme ceux d'Europe ou d'autres lycées choletais ou du bassin choletais, peuvent poursuivre en licence commerce marketing, donc qui est une licence en 1 an, une EL3, en alternance. D'accord, donc c'est une licence professionnelle? Non, c'est une licence générale, mais qui se fait en alternance sur le rythme 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Et c'est une licence qui existe depuis maintenant 8 ans. Et depuis 3 ans, nous poursuivons et nous donnons la possibilité à Cholet de poursuivre par un master marketing-vente en alternance toujours, et donc évidemment sur 2 ans. Ce qui veut dire que dans la filière marketing, on peut rentrer avec son bac et les UPEC et en sortir avec un master. La première promotion de master est sortie là en septembre, a validé son diplôme en septembre. Et c'est un master universitaire délivré par le CNAM, donc ayant
toute valeur universitaire. Et puis au niveau de l'international, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a des étudiants en alternance, bon, c'est compliqué d'aller 3 semaines à l'étranger, 1 semaine en cours à Cholet, ce serait un peu compliqué logistiquement, mais on a des étudiants en licence ou en commerce, en master, qui sont dans des services export ou donc ont un lien avec l'international. Oui, et puis comme le lycée Europe, nous sommes chartés Erasmus, ce qui veut dire que nos étudiants de BTS peuvent également, dans le cadre Erasmus, faire leur stage à l'international pendant leur BTS. Eh bien, merci beaucoup. Quelques précisions également sur l'ESCA, qui est intimement liée aussi à l'international. Exactement. Alors, l'ESCA, c'est une école qui a 111 ans. Donc, effectivement, cette année, on fête les 111 ans de l'école. Donc, ça a donné lieu à tout un tas de manifestations. Évidemment, l'international est ancré dans l'esprit de l'école depuis le début. Donc, école de commerce, pour toutes les personnes qui nous école écoutent. de management, qui a d'ailleurs 8 campus, je le précise. Nous avons 3 campus dans le nord de la France qui sont Angers, Paris et Cholet. 3 campus dans le sud qui sont plus récents, qui sont Lyon, Bordeaux et Aix. Et on a 2 campus justement à l'international, Budapest, qui est ouvert depuis le début des années 90, voyez, et puis un campus à Shanghai également au début des années 2000, ce qui permet aussi à nos étudiants d'envisager une partie de leurs études sur nos campus à l'international. Alors, moi, je m'occupe du campus de Cholet. On propose à Cholet un bachelor en 3 ans. Et puis, évidemment, dans ce bachelor, on a tout un parcours qui est proposé à l'international pour nos étudiants, donc soit sur nos campus, mais également chez nos partenaires académiques. Et là, on leur propose des destinations possibles dans 55 pays. Alors, pourquoi l'international Voilà, c'est très motivant. Moi, j'ai eu la chance, il y a 20 ans, d'aller faire 2 ans de mes études justement à l'international. Et j'en ai tiré, alors en Italie, voilà, je suis restée plus de 2 ans, voilà, où j'ai terminé mon doctorat. Et j'en ai tiré des enseignements vraiment intéressants, une vraie maturité, une vraie richesse des projets. Et je revois ça chez nos étudiants qui ont envie d'aller à l'international. Et quand ils reviennent, ils ont gagné en maturité, ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont très curieux. Et c'est un vrai plaisir pour nous, complètement, de les accompagner dans cette expérience-là. Et puis surtout de les voir revenir heureux, épanouis et avec des projets plein la tête. Voilà. Merci beaucoup. On va y revenir sur tous ces atouts d'une expérience à l'étranger. Est-ce qu'on peut imaginer, avant de revenir sur l'entreprise, est-ce qu'on peut imaginer en 2021 un parcours professionnel, quel qu'il soit, depuis le plus jeune âge, sans une expérience à l'étranger? Par exemple, Laurent. Un parcours sans expérience. Un parcours sans expérience internationale, c'est imaginable aujourd'hui? De plus en plus difficilement, je pense, parce que c'est vrai qu'on passe d'un monde à l'autre depuis plusieurs années. Et la nécessité à ce qu'on appelle la mondialisation, c'est quand même un fait qui s'impose à nous depuis déjà pas mal de temps. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, c'était déjà bien en route tout ça. L'Europe était en route. Et c'est quelque chose qui, dans les entreprises, peut-être plus que dans la vie privée, s'impose beaucoup. Et c'est vrai que les équipes qu'il y avait à l'époque dans les entreprises n'étaient pas prêtes à ça. Elles n'avaient pas été préparées. Elles avaient vécu dans un monde assez franco-français et il a fallu assez rapidement... Alors, moi, je fais partie de cette génération un petit peu entre deux. Oui, parce qu'on imagine que sur 5 générations, l'évolution, elle a été très moi, claire. j'ai eu cette chance d'être un peu plus baigné dans l'international pratiquement dès le départ. Mais quand j'ai commencé en 84, dans l'entreprise où j'étais le seul à parler anglais, par exemple. Ah oui. Donc, mesdames parlaient de la nécessité des langues. La première des choses, si on veut faire de l'international, c'est de parler anglais. Parce qu'il y a quand même eu une période, il faut quand même le dire, où on était, je crois, la 3e ou la 4e puissance mondiale et il y avait encore des gens qui voulaient que tout le monde parle français dans le monde. Donc, il a fallu quand même passer aussi cet obstacle-là. Et puis, pour faire preuve un petit peu d'humilité, et dire que dans les écoles et partout dans les cursus, il fallait apprendre l'anglais. Et aujourd'hui encore, notamment dans les gens qui cherchent la double compétence, et avec une compétence technique et qui après veulent faire de l'international, c'est parfois le côté qui blesse parce qu'ils ont laissé l'anglais de côté en disant de toute façon, ça ne me servira pas beaucoup. Et j'en vois encore malheureusement des jeunes dire ça.
Et après, ils regrettent, surtout quand ils ont dépassé 30 ans. Je vois Dominique Lévesque qui acquiesce en se disant, bah oui, c'est... C'est vrai. En fait, même lorsque la formation initiale ne les amène pas vraiment en international, je crois qu'il faut absolument qu'il y ait au cours de la formation une dimension internationale, parce qu'il est fort probable qu'au cours de leur carrière, ils auront, ça va leur ouvrir des opportunités. Hein, et sans ces compétences, ils ne pourront pas saisir cette opportunité. C'est le langage. Absolument. Absolument. Bon, alors une fois qu'on a... Ah bah oui, évidemment, Odile ne dira pas le contraire. Jean-Philippe non plus. Ce qui fait qu'on a de plus en plus d'étudiants, parce que c'est vrai que, faut pas l'oublier, on a une diversité de parcours et d'origine de nos étudiants qui viennent de bacs généraux, de bacs technologiques, qui viennent de bacs pro. Donc on a une diversité, une hétérogénéité des niveaux en langue quand on les récupère en enseignement supérieur. Et Laurent a raison, quand ils avancent et qu'ils prennent un peu de maturité, même ceux qui pensaient que l'anglais servait à rien quand ils étaient au collège, arrivés à 18-20 ans, qu'ils ont fait leur stage, qu'ils ont découvert l'entreprise, le doute n'est plus les plus possibles. Et la proportion d'étudiants qui, par exemple, font un BTS, quel que soit le BTS, et qui font une année de césure, qui vont aller passer 6 mois ou 8 mois à l'étranger avec un job pour apprendre à parler l'anglais, pour enrichir, puis qui reviennent en France pour reprendre les études en licence, cette proportion d'étudiants-là est en croissance très importante ces 10 dernières années. Et peut-être que il faut attendre qu'ils arrivent à 20 ans pour certains, pour se rendre compte et conscientiser de ça. Oui. Mais le nombre d'étudiants qui font cette césure, qui vont prendre cette expérience à l'étranger, pour après reprendre un cycle d'études en France est en augmentation. Alors, c'est quoi le conseil? C'est de s'immerger le plus tôt possible. À partir de quel âge on peut commencer à se dire, allez, j'y vais? On peut commencer à tout âge. Je veux dire, le programme Erasmus s'adresse aux écoles primaires, voire aux maternelles. Donc, je veux dire, on peut partir à tout âge. Alors évidemment, on ne part pas, quand on est à l'école primaire, de la même manière qu'on part après le bac faire une année de césure. Mais plus on est exposé tôt à une langue étrangère, c'est bien connu, plus on l'apprend facilement. Et puis, plus on est exposé aussi à un environnement qui est étranger, et plus on développe une capacité d'adaptation. Oui, la fameuse. Et la capacité d'adaptation, je rebondis, c'est vrai que c'est très important. Et les jeunes, j'enseigne aussi en bac pro, et les jeunes souvent pensent qu'ils ne peuvent pas s'adapter, ils ont peur. Et donc nous, notre travail, c'est justement de leur montrer qu'ils peuvent y arriver, qu'ils n'ont pas forcément de parler anglais couramment avant de partir, que justement s'ils partent, c'est pour améliorer leur anglais. Et qu'on peut arriver à se débrouiller même si on ne parle pas couramment anglais. Oui. Et donc leur permettre de dépasser cette peur et de montrer qu'ils sont capables de s'adapter. Et puis moi, j'ajouterais, pardon, je ne sais pas si vous avez terminé, mais moi j'ajouterais que j'ai vu vraiment un changement en 15 ans chez nos jeunes, où effectivement, il y a quelques années, on disait que les jeunes Français avaient la barrière de la langue, ce qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, honnêtement, avec les générations qui arrivent. En tout cas, dans nos cursus, ils sont tout à fait convaincus que l'anglais est important, et on voit en fin de cursus des étudiants qui sont tout à fait à l'aise en anglais parce que on enseigne en anglais, parce qu'effectivement, on leur dit que c'est pas grave de faire des erreurs. Oui, il y a une forme il faut se décomplexer exactement, aussi de ce rapport exactement. Et très honnêtement, académique. En 15 ans, j'ai vraiment vu, moi, en fin de cursus, des étudiants qui arrivent en fin de bachelor, qui sont très, très à l'aise en anglais, d'autant plus qu'ils ont effectué un séjour à l'international et qui vont choisir des parcours et des cours anglophones qui sont aussi proposés par l'école. Oui, et puis l'anglais, aujourd'hui, qu'on parle quand on voyage, que ce soit pour les affaires ou... le fameux ce n'est anglais pas, international. c'est un anglais international. C'est donc c'est un anglais, finalement, qui est plus facile, que tout le monde parle. Et effectivement, c'est un anglais décomplexé où l'objectif premier, c'est de communiquer. Voilà, c'est de se comprendre, de pouvoir s'exprimer. Et si on fait des erreurs, ma foi, c'est pas bien grave. Et donc, c'est vrai qu'en France, les enseignants d'anglais, dont je fais partie, beaucoup ont eu du mal à accepter finalement que ce qui était important, c'était avant tout d'enseigner un anglais justement international qui permette de communiquer. Oui, c'est pas de la littérature, on n'est pas avec Shakespeare, pas tous les jours en tout cas. Voilà, c'est ça. On peut, bien sûr, mais ce n'est pas l'objectif premier. N'empêche pas. Et c'est vrai qu'en France, on a eu du mal un petit peu, je rebondis un peu sur ce que disait Monsieur Morillon, c'est vrai qu'au départ, on pensait que effectivement, le français était une langue internationale. Et voilà. Donc aujourd'hui, le principe de réalité est là quand même. Faut-il absolument... Oui, pardon. Et je pense que ce qui a aidé, c'est l'ouverture de l'Europe sur les pays de l'Est. Parce que d'un seul coup, il y a eu plein de business à faire en Hongrie, en République tchèque.
et que des Français qui parlent tchèque et hongrois, et d'un seul coup, Ouais, l'anglais est devenu effectivement la langue européenne à ce niveau-là, et finalement, les Français se sont mis fréquemment à dialoguer en anglais avec des Européens de l'Est qui ne parlaient pas en anglais meilleur qu'eux. Et là, en termes de complexe, tout a chuté. Les barrières sont tombées. Oui, pardon. Alors justement, je voulais saluer les entreprises du Choletais qui prennent des étudiants étrangers en stage et qui justement acceptent eux aussi de se lancer. Ils n'ont pas forcément toujours un très bon niveau d'anglais, mais ils acceptent de dialoguer avec leurs moyens et finalement ça marche. Donc voilà, j'en profite pour ça fait féliciter partie aussi de ce les cercle entreprises vertueux. locales. Est-ce qu'il faut absolument maîtriser l'anglais, avoir des expériences internationales pour faire du marketing? Et je relis à notre thématique. De quoi on parle exactement quand on parle de marketing? Parce que là encore, selon les personnes, on peut avoir des images différentes, des types de métiers qui vont avec. De quoi on parle? Alors là, quand on parle de marketing, on parle de dizaines et de dizaines de métiers. Oui. Et on parle même aujourd'hui de dizaines de métiers dont on n'avait pas idée qu'ils existaient il y a 10 ans. Donc là, on est vraiment sur un champ à la fois large et profond. Il y a obligatoirement une dimension internationale dans l'étude du marketing parce qu'il y a une culture internationale dans tout le marketing. Pour paraphraser, le marketing, finalement, c'est la science de l'étude du client. Ses besoins depuis qu'il les exprime jusqu'à la façon dont on va les satisfaire. La veille en marketing, c'est comment ça se passe aujourd'hui chez nos clients potentiels, mais nos Français, les Anglais, ce qui est aux États-Unis, ça va arriver chez nous dans 2 ans. Ce qui semble émergent dans les pays de l'Est, ça peut peut-être nous arriver. Donc de toute façon, dans l'étude du marketing, rester franco-français, ça n'a pas tellement de sens. D'accord. Après, dans sa carrière professionnelle, on peut se retrouver à exercer une profession de marketing sur un secteur effectivement intérieur, très régional, où pendant un moment, on ne va pas avoir un lien direct dans son activité quotidienne avec l'international. Mais ces professions sont tellement changeantes, et puis les carrières en marketing font apparaître beaucoup de mouvements, qu'à un moment, on va se retrouver dans une entreprise ou dans un autre service où il y aura un lien beaucoup plus direct avec l'international. Ouais. Donc il y a un moment, comme le disait Monsieur Morillon tout à l'heure, on se colle à la réalité de cet international. C'est impossible d'imaginer un jeune sortant aujourd'hui ne pas croiser dans une carrière de marketing, ne pas croiser dans ses 40 ans de vie professionnelle le secteur international. Ça me semble très, 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 très marginal. Alors justement, est-ce que Laurent maîtrise parfaitement l'anglais et quel est le lien entre Morillon, le marketing et l'international? Pour qu'on comprenne bien, donc 5e génération de fabrication de quoi? De silos? Alors oui, il y a eu une période avec des silos, puisque la base, il y a quelques années quand même maintenant, le grand-père de mon grand-père faisait des moulins à vent et des moulins à eau. Aujourd'hui, on n'en fabrique plus, on les entretient pour les touristes un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des unités très modernes qui n'ont plus rien à voir avec ce métier-là. C'est des métiers de charpentier, des métiers de tailleur de pierre, puisqu'il y avait des meules, des métiers de maçonnerie aussi. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça. Le seul lien qui nous lie avec cette histoire, c'est le produit qui est stocké. Donc, pour la meunerie, c'est du blé. Pour l'alimentation animale, c'est du soja, du colza, du maïs. Et tous ces produits-là, nous les stockons toujours. Personnellement, mon équipe et moi-même, on fabrique pratiquement plus de silos. D'accord. Mais on est spécialisé dans l'extraction, ce qu'on appelle l'extraction, c'est-à-dire des équipements qui vont servir à extraire le produit une fois qu'il est stocké. Voilà, c'est ce que nous faisons. C'est des machines un peu barbares qu'on appelle hydrogir, spirogir chez nous, parce qu'on les a baptisées avec des noms marketing. Hydrasweep aussi, Hydracone. Voilà, on a 4 machines, c'est nos 4 races en fait. Mais alors là, c'est un petit peu le pragmatisme. En fait, quand on va à l'étranger, parce que donc aujourd'hui vous vendez, c'est le nom qui est retenu. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai qu'un seul nom à breveter, moi c'est Morillon en fait, puisque les noms de produits, les gens les oublient facilement en fait. Et alors ça fait un petit peu penser à la vieille histoire, vous savez, du frigo, du frigidaire. J'ai de vagues souvenirs de ça quand on faisait un peu de marketing. Et en fait, les gens disent aujourd'hui, tout comme ils peuvent le dire, le nom de mon concurrent. J'ai un concurrent aux États-Unis qui s'appelle Ledig. Et donc ils disent,
quand ils se voient entre eux, ils disent tu as un Ledig ou tu as un Morillon. Ah oui, d'accord. Mais les noms de machines, c'est trop, c'est trop de détails, si vous voulez. C'est un petit peu comme les voitures. Est-ce qu'on est Renault, est-ce qu'on est Peugeot? Voilà, c'est un petit peu ça, ce qui reste le plus. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, combien de pays? C'est quoi le lien pour qu'on comprenne bien la dimension internationale de l'entreprise? Oui, alors, la transition, en fait, en vous écoutant tout à l'heure, je vais citer, et puis j'aurais plaisir à le faire. J'avais un oncle qui aujourd'hui est décédé, qui a fait l'ESCA dans les années 50. Et quand je le voyais, moi j'étais tout jeune, lui il était issu du milieu de la chaussure. Alors, il était du coin, donc on avait une grande probabilité d'être du milieu de la chaussure. Et quand je le voyais, alors l'entreprise Morillon était une société très locale, un peu régionale, Grand Ouest, on va dire, dans le meilleur des cas. Et quand je le voyais, puisqu'il a beaucoup voyagé, hein, c'est vrai que le mot esca est synonyme de voyage. Alors il a beaucoup voyagé, il a habité avec sa famille dans plusieurs pays. Et à chaque fois que je le voyais, j'avais... Ça dénotait quand même cet esprit effectivement d'aventure, de business quand même, parce que c'était un businessman comme on dit maintenant. Et avec, moi j'ai une idée de souffle, d'air, parce que quand vous travaillez dans le même village, dans la même région, et d'un seul coup vous avez quelqu'un qui, voilà, ça apporte une dimension que moi j'admirais, quoi. Et en fait, je pense que c'est lui qui m'a donné le goût de cette dimension internationale. Et quand j'ai commencé à travailler, on faisait pratiquement pas d'export, même si donc il a fallu attendre 4 générations avant que ça commence, l'export. C'est intéressant. C'était plutôt le monde qui arrivait, si vous voulez, vers nous. C'est pas nous qui allions le chercher, si vous voulez, si je peux m'exprimer. Par contre, quand on faisait dans les années 80, si vous faisiez déjà, par exemple, des participations à des salons, genre le salon de la machine agricole ou le salon de l'agriculture, vous aviez quand même déjà, à l'époque, une petite probabilité de rencontrer des clients étrangers qui venaient à Paris. Donc après, c'est là que se faisait ou non le contact, suivant que la société ou non était prête à parler anglais, puisque le client étranger qui arrivait, la probabilité qu'il parle lui-même le français était assez faible, même si à l'époque, moins maintenant, mais à l'époque, le français était une langue souvent enseignée en première langue, après la langue native, notamment dans les pays de l'Est que vous avez cités. Moi, ça m'est arrivé de croiser des Polonais ou des gens de l'Est qui parlaient très très bien français. Donc ça peut aider, mais ça fausse, ça fausse la donne, puisque, on va dire 9,9 fois sur 10, c'est l'anglais qui sert d'accroche. D'accord. Et donc, je vais l'avoir, ma réponse aujourd'hui. Combien de pays Je sais pas, une cinquantaine. Ah oui, quand même. Une cinquantaine. Donc, on a été aux États-Unis, on est en Amérique latine, on a été jusqu'en Islande, pour citer des pays un peu plus anecdotiques. Oh, c'est trop bien. On est aussi en Afrique, on est en Asie, et puis évidemment en Europe. Mais j'allais dire que quand je suis arrivé, il y avait une grande carte de France dans l'entreprise. J'ai très tôt changé cette carte de France par la carte de l'Europe. Ah oui, déjà, premier point. Oui, il faut y aller par palier. Et donc déjà, et c'est vrai qu'on construisait l'Europe à l'époque. Et l'idée, c'était de se dire, le territoire demain, c'est ça. Oui. Parce que, par exemple, quand on se compare à un grand pays comme les États-Unis, finalement, eux, quand un gars je sais pas moi, du nord des États-Unis, il vend dans le Texas, il n'a pas l'impression de faire beaucoup d'exports. Hein, il va peut-être rigoler un petit peu sur les accents locaux et tout ça, mais finalement, très tôt, moi je me suis dit pourquoi on considérait comme un acte d'exportation le fait, surtout avec tout ce qu'on nous dit sur l'Europe, le fait de vendre par exemple aux Allemands. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc, j'ai remplacé très vite la carte de France par la carte d'Europe. Et effectivement, maintenant, la carte d'Europe est un peu trop petite. On a la carte du monde. On a ce plaisir-là. Changement de terrain de jeu. C'est chouette. Je vous voyais réagir. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le marketing international. Évidemment, en fait, quand on étudie du marketing, il y a forcément une dimension interculturelle. C'est évident et c'est important. Et puis, c'est là qu'on va permettre aussi à l'étudiant d'ouvrir son esprit et puis de lui permettre de s'adapter. Parce que ce qui est important à terme, c'est de former nos étudiants pour qu'ils aient cette capacité d'adaptation à des environnements qui sont changeants, qui évoluent. Et ça, c'est une vraie richesse. Et pour revenir sur ce que disait Monsieur Morillon,
Aujourd'hui, un jeune qui maîtrise et à la fois, qui a des compétences linguistiques et à la fois des compétences commerciales et des compétences de management, en management marketing international, je pense que c'est un jeune qui est extrêmement précieux pour une entreprise. Alors, il faut qu'on rajoute évidemment sa motivation, sa curiosité qui lui est propre. Mais voilà, moi qui enseigne les stratégies d'internationalisation de l'entreprise, c'est passionnant. Et c'est passionnant comment on voit comment ces compétences à l'international ont évolué au sein des entreprises, sont précieuses, recherchées. Et on arrive avec des jeunes aujourd'hui qui sont très pointus, très spécialisés et puis qui ont cette envie de voyager, de découvrir le monde. C'est un vrai bonus, en fait, pour les entreprises et pour les jeunes, du coup. Me permettre de rajouter, si je voulais rajouter un conseil à des étudiants, à des élèves qui seraient intéressés par un parcours de marketing international, c'est de ne pas négliger la deuxième langue aussi. Leur seconde langue, parce que l'anglais, c'est vraiment la langue indispensable, véhiculaire, c'est évident. Mais la seconde langue, ça permet de se rapprocher aussi au plus près de ses clients. Parler une langue plus rare, je sais pas, l'italien ou l'allemand, qui sont devenus des langues rares, si on peut dire, pour nos élèves, mais qui sont très demandées par les entreprises au niveau local, notamment. Et qui ouvrent aussi d'autres portes. Absolument. Puisqu'on est sur les conseils, qu'est-ce qu'on peut conseiller, parce que le temps tourne beaucoup trop vite toujours, aux jeunes, à leurs familles, sur ces métiers? Il y a des débouchés pour rassurer aussi les parents. Alors, moi je voudrais dire que, en fait, on parle maintenant de soft skills et de hard skills, hein, pour parler anglais international, qui sont donc à la fois, donc les hard skills, c'est plutôt les compétences techniques, et les soft skills, c'est plutôt les compétences, ce qu'on appelle transversales. Et justement, les compétences linguistiques sont des compétences transversales, c'est-à-dire que c'est des compétences qu'on va pouvoir réutiliser, quel que soit le métier, quel que soit le poste, et donc elles sont très précieuses pour une entreprise. Parce que les compétences techniques, elles sont importantes bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on peut acquérir plus tard dans le cadre de l'entreprise. Les compétences transversales, c'est plus compliqué. Par exemple, partir 1 an à l'étranger, c'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, quand on est au lycée, hein, ou après le bac, ou après le BTS. Quand on a 35 ans, qu'on a une famille, c'est plus compliqué. Donc, ces compétences transversales, elles sont importantes. Et pour un jeune, par exemple, qui obtient son bac et qui ne sait pas trop vers quelle orientation aller, eh bien, ça peut être justement une bonne opportunité pour partir 1 an à l'étranger, acquérir des compétences linguistiques, notamment en anglais, bien sûr, et puis ensuite prendre cette fameuse année de césure qui maintenant est complètement reconnue, qu'on peut inscrire dans Parcoursup, et ce qui permet ensuite de revenir et de reprendre des études, et on a peut-être à ce moment-là une meilleure idée de ce qu'on veut faire, et on n'a pas perdu son temps, bien au contraire. Évidemment, on l'a bien compris ça. Voilà. Merci beaucoup. Un conseil, un message pour les jeunes, leurs familles? Alors, moi, je dis souvent aux étudiants que l'école est là pour les accompagner sur les hard skills, donc les compétences techniques. C'est notre métier, on enseigne, on est là pour les former, on est là pour les faire progresser. Par contre, un étudiant doit être co-constructeur de son parcours avec l'école, c'est très important. Et moi, je leur dis souvent, si on est là pour vous former, en revanche, votre personnalité, votre motivation, votre envie, c'est aussi à vous de la travailler. Alors effectivement, partir comme on peut le faire dans une école comme la nôtre, entre 6 mois et 1 an et demi à l'international, soit en stage, soit en partenariat académique, c'est fabuleux pour un jeune qui a une vingtaine d'années. Mais je pense qu'il faut aussi, après, quand on est dans une phase de recrutement ou de stage avec un professionnel, je pense que la motivation, l'intérêt, la curiosité, l'envie, la fiabilité, c'est, à mon sens, ce qui est aussi très important. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je voudrais un peu dédramatiser quelque chose, puisqu'on s'adresse aux parents et aux jeunes. En même temps, il n'y a pas une recette miracle et un parcours idéal. C'est beaucoup dépendant de la personnalité, de la maturité acquise par le jeune. Tout à l'heure, on parlait d'expérience internationale. J'ai eu l'occasion de croiser le fils d'un ami qui a fait 1 semestre en Espagne alors qu'il était en 4e. C'est absolument exceptionnel, quoi. Pouvoir avoir 13 ans et demi et partir 6 mois loin de ses parents dans un pays où il ne parlait pas un mot de la langue et s'y adapter et trouver ça génial, c'est absolument exceptionnel. Mais est-ce que tout le monde
humainement est capable de faire ça à 13h30, je suis persuadé du contraire. Et vous pouvez en avoir des jeunes qui ont cette envie-là à 17-18 ans, et puis d'autres, ça leur apparaît à 22-23 ans. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait une bonne solution. C'est la solution adaptée à la personnalité de chacun. Et pour moi, et là je m'adresse aussi aux parents qui des fois s'inquiètent, il en est de même pour l'orientation professionnelle. C'est pas dramatique si à 14 ans, fin de troisième, on ne sait pas ce qu'on veut faire comme métier. Et c'est pas non plus si dramatique que ça de ne pas savoir à 17 ans et demi quel est le métier qu'on exercera à 25. Alors c'est vrai que certains ont des vocations, et puis c'est très bien comme ça, mais ça se construit, c'est dans l'adaptation, c'est dans les expériences qu'on fait, c'est évidemment par la curiosité qu'on arrive à aller picorer dans les entreprises, dans les cours, ce qui peut nous intéresser. Mais il n'y a pas... je ne voudrais pas que les parents et les jeunes s'inquiètent. Je rentre en terminale et je ne sais pas quel métier je veux faire. Il y en a eu plein comme ça et souvent ça se termine bien. Oui, Merci beaucoup. On a le droit aussi de changer de métier, de changer plus que jamais. de poste. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait une formation, on choisit une formation, qu'on est destiné à faire toute cette formation toute sa vie. Je veux dire, aujourd'hui, il y a énormément de passerelles, il y a énormément de possibilités de reconversion, d'adaptation à un métier dans une entreprise. C'est pour ça que les fameuses soft skills, les compétences transversales sont très importantes parce qu'elles permettent justement de rebondir et de s'adapter. De façon plus élève. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que finalement, ce qui compte, c'est, comme le disait Madame, c'est l'anglais. L'anglais, c'est vrai, mais pas que, aussi les compétences mais bien sûr, non, je rigole, et l'ambition. Oui. Je pense que nos jeunes, parfois, manquent un peu d'ambition, ils ont peur, et c'est important de ne pas avoir peur et de se lancer. C'est vrai, c'est important de dédramatiser, parce que nous, on forme les jeunes au sortir de l'école, mais après, voilà, ils évoluent dans leur carrière et on a des parcours extrêmement différents, et heureusement. Et oui, mais bien sûr qu'il faut de la diversité et c'est ce qui fait toute la richesse. Un message, un mot, Laurent, à l'attention des jeunes, de leur famille. Qu'est-ce qu'on peut leur dire au moment comme ça de faire les choix? De ne pas hésiter, de pas hésiter. Justement, les écoles sont aussi, je pense, elles sont là pour ça, pour les aider à se découvrir eux-mêmes, à découvrir où sont leurs goûts, leur appétence. Est-ce qu'ils ont envie de voyager vraiment? Est-ce qu'ils ont envie de rester 15 jours dans un pays pour... quelle va être leur réaction relationnelle par rapport à tout ça? Parce qu'effectivement, comme tout le monde l'a dit, les réactions sont vraiment diversifiées, sont très différentes. Et c'est une formidable ouverture que proposent les écoles. Et après, moi je suis d'accord, ayant suivi les IAM pendant plusieurs années, bon, c'est vrai que c'est aussi à une époque où les jeunes changent beaucoup, mais la dimension internationale, le marketing international, dans toutes vos écoles, on a l'impression d'une vraie transformation au niveau des jeunes qui s'intéressent d'un seul coup à beaucoup plus de choses. Donc il faut y aller. Ça ouvre. Il faut, et c'est tout le bien qu'on peut donner aux écoles de marketing et de commerce, de toute façon. Le commerce, à la base, on ne va pas refaire de grands discours, mais c'est quand même une formidable... C'est les échanges, c'est ce que je disais au début. Les échanges, le commerce, c'est l'échange. La base du commerce, c'est l'échange. Si vous êtes avec quelqu'un que vous ne pouvez pas voir parce que vous le trouvez désagréable, parce que vous le trouvez idiot, parce que vous le trouvez imbécile, etc., vous n'allez pas échanger avec lui. Ce n'est pas possible. Donc déjà, il faut parler, il faut le connaître, apprendre à le connaître, et ça s'apprend petit à petit. Ouais. Merci, c'est très riche et on sent votre passion collective pour tous ces sujets. C'est vraiment intéressant. Malheureusement, le temps tourne. Un mot, vous avez le droit à un mot chacun qui, pour vous, résonne avec réussite. On va faire très rapidement et puis ensuite, on abordera la conclusion de cette table ronde. Faire de sa passion son métier. Merci. On continue. Réussite pour vous, Odile. Alors, moi, je resterai sur le mot ambition. Ambition. Oui, on va le garder, celui-là. Laurent, ambition. Non, pardon. Pas... Ah, c'est intéressant, en fait, c'est un jeu, on reprend le mot d'avant. Réussite. Je dirais patience aussi. C'est intéressant. Il faut avoir de la patience. À l'international, notamment, il faut avoir un peu de patience. D'accord, on prend. Réussite pour vous, Moi, je dirais Lydia. plaisir. Alors, avec le micro pour qu'on vous Oui, entende bien. je dirais plaisir. Je pense que l'important, dans tous les cas, dans tout ce qu'on fait, c'est avant tout de se faire plaisir et de s'accomplir. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, réussite pour Jean-Philippe Padec. C'est compliqué. J'hésite entre plaisir ici et bonheur là-bas, parce que je pense que c'est la réussite professionnelle sans une forme de plaisir ou de bonheur personnel, à mon avis, ça n'existe pas.
Alors, pour terminer, je vais vous proposer de faire un petit voyage dans le temps, de revisiter vos propres parcours. On vous téléporte là, tout de suite, aujourd'hui, en 2021, mais on vous téléporte au moment de vos années collège, au moment de faire vos choix d'orientation, riche de votre connaissance d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Un ange passe. Un ange passe. Moi, je vais dire, je fais pareil. Mais comme vous l'avez dit, madame, moi, je fais partie de ceux, voilà, j'ai fait des études longues, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en agronomie, et aujourd'hui, je suis enseignant et dans la négociation commerciale et l'enseignement. Donc, finalement, tous les chemins mènent à... c'est une forme de parcours, de curiosité, d'évolution. Donc, voilà, si vous me faites revenir dans le temps, je ferai certainement les mêmes études, mais c'est pas sûr que je ferai le même métier. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Même question pour vous, Dominique. Oui, moi c'est pareil. Enfin, j'ai fait des études longues aussi. Je ferai peut-être les mêmes études parce que ça m'a passionnée. Mais par contre, je profiterai peut-être d'une année de césure justement pour aller vivre à l'étranger. Oui. Pas obligatoirement dans l'enseignement d'ailleurs, hein, mais aller vivre à l'étranger et construire une expérience professionnelle dans un pays étranger. Ah, c'est chouette. Merci. Très intéressant. Odile. Alors, donc, moi, j'ai effectivement j'ai fait un bac plutôt dans le médico-social au départ. Et puis, mais j'avais, pendant mes années collège, déjà envie de voyager. Et donc, je suis revenue à mes premiers amours et j'ai cherché les études que je pouvais faire pour pouvoir voyager, en fait. D'accord. Et donc, c'est comme ça que je suis inscrite en fac d'anglais. Et puis, voilà. Et puis donc, après, vous referiez pareil Oui, parce que finalement, le bac que j'ai fait n'était pas destiné vraiment vers l'anglais ou l'étranger. Mais finalement, j'ai appris énormément de choses. Beaucoup de ces compétences transversales, justement. Et donc, c'est ça, je veux dire, même si voilà, le bac qu'on choisit n'est pas forcément le meilleur qu'on aurait pu faire, c'est pas un problème parce que c'est toujours utile. On enrichit son parcours, on le diversifie et rien n'est perdu. Et aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir changer, il y a des passerelles, etc. Donc il ne faut vraiment pas, je pense qu'il faut beaucoup dédramatiser l'orientation. Je crois que c'est évident quand on vous écoute les uns et les autres. Il nous reste 2 projections. Si c'était à refaire, on voyage dans le temps. Qu'est-ce que vous faites, Lydia? Moi, je pense que je ferais les mêmes études en économie parce que c'était passionnant. Ce que je changerais en revanche, c'est que je suis partie à l'international assez tardivement dans mon cursus. Et si j'avais à le refaire, je pense que je partirais beaucoup plus tôt et je profiterais de toutes les opportunités pour voyager, en tout cas plus tôt que je ne l'ai fait. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, Laurent. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager très tôt. Donc, je me rappelle de ma première expérience. Je devais avoir 24-25 ans, où je pars tout seul en Corée du Sud. Ah oui. Et j'en ai un souvenir toujours un petit peu. Aujourd'hui, si je savais tout ce qu'il allait m'arriver, je ne sais pas si je partirais le cœur léger comme je suis parti. Donc, il faut profiter de cette jeunesse pour se dire on y va. Parce que... comme disait, je ne sais plus quel écrivain littéraire qui disait heureusement qu'on ne savait pas que c'était impossible, parce qu'on ne savait pas que c'était impossible, donc on l'a fait. Oui, là, à l'époque, quand je suis parti là-bas en Corée du Sud, j'avais en fait qu'une envie. Alors je pense que je me retrouve un petit peu dans les jeunes actuels. J'allais à Séoul, donc c'était ma première grande exportation. Et j'avais qu'une envie, en fait, ça devait donc être les Jeux Olympiques de Séoul, c'était en 88, donc ça devait être en 89. Et j'avais qu'une envie, c'est d'aller voir les stades. Ça ne m'a pas empêché de faire du business. Vous voyez, donc on peut concilier cette envie de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de voir à Séoul. Donc j'avais envie de voir ce lieu où avaient eu lieu les Jeux Olympiques. Et puis en même temps, un souvenir formidable des contacts que j'ai eus à l'époque. Donc ouais, je ne rechangerai pas grand-chose. J'ai eu aussi, je pense, au début, je pensais que c'était un petit peu un problème. J'ai commencé tôt, moi, dans la vie active, 21 ans. Et des fois, je vois des jeunes, ah ben non, je ne vais pas commencer maintenant, à 21 ans. Alors ils traînent. Alors j'ai envie des fois aussi de dire à des jeunes, mais allez-y, qu'est-ce que vous risquez? C'est pas parce qu'on rentre dans une entreprise qu'on rentre dans une prison. On peut en sortir jusqu'à nouvel ordre. Même si des fois ils ont peur, ils ont extrêmement peur. Alors, c'est ça un petit peu des fois c'est un peu curieux ces réactions contradictoires que je maîtrise pas toujours. Mais même un CDI, on peut démissionner, on peut partir. Mais bon, on peut mettre le pied à l'étrier très tôt. Et comme vous l'avez dit, il y a des passerelles maintenant pour se dire, le meilleur moyen de se dire est-ce que je suis dans le bon truc, c'est quand même de bosser. Et puis de se dire, tiens, finalement, avancer, ça fait 2-3 ans que je hein, travaille, je ferais bien ça. Et il y a des passerelles maintenant. Allez, le dernier mot. Et l'alternance permet ça. C'est-à-dire que le plongeon vers la vie active avec le sentiment d'arrêter ses études
peut être de temps en temps compliqué. Faire par exemple une licence, un bac+3 en alternance, on peut finalement côtoyer l'entreprise, poursuivre une formation et se rendre compte que ce n'est pas tout à fait notre secteur et encore changer à poursuivre. Donc ça permet de faire le lien avec ce que tu disais, Laurent, mais c'est bien d'aller voir assez vite comment ça se passe en entreprise. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai l'impression que c'est un peu frustrant parce qu'on pourrait en parler longuement de tous ces sujets. En tout cas, vous avez une énergie contagieuse et positive sur tous ces sujets. Merci d'avoir accepté de participer et d'échanger. C'était très intéressant. Voilà pour cette émission qui s'achève, consacrée au métier du marketing, de l'international et tout ce champ des possibles, vous l'avez compris, à ouvrir le plus tôt possible. Je vous propose, en guise de conclusion, de rejoindre un témoignage, celui de Sophie Vigoureux, étudiante à l'ESCA. Très bonne fin de journée à toutes et à tous. Je m'appelle Sophie Vigoureux, je suis en 3e année à l'ESCA campus de Cholet en option International Business Developer. Donc c'est une option internationale qu'on choisit en 3e année. Pourquoi j'ai choisi l'ESCA? Parce qu'après le bac, je ne savais pas trop où aller, comme beaucoup d'étudiants au lycée. Et je me suis dirigée sur l'ESCA parce que c'est vraiment un cursus très large. On voit un peu de tout, autant en comptabilité qu'en marketing, qu'en finance, en vraiment plein de domaines. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement de découvrir et de ne pas me fermer de porte après le bac et au contraire de m'ouvrir à des opportunités et du coup de m'ouvrir à des filières et voir ce qui m'intéresserait. Le bilan que je peux faire au bout de ces 3 années, c'est vraiment que l'ESCA m'a énormément apporté sur plusieurs plans, autant professionnels que même personnels. J'ai eu l'opportunité de partir à Budapest pendant 6 mois l'année dernière et là j'en suis rendue cette année à mon 2e stage. Donc ça me permet vraiment de mettre les 2 pieds dans le monde de l'entreprise et de voir tout à fait comment ça fonctionne. Comment je verrai mon avenir au bout de 3 ans à l'ESCA? Je pense continuer en master, donc avec 2 ans de plus. Mais c'est aussi tout à fait possible, comme c'est très professionnalisant, de continuer dans le monde de l'entreprise et pourquoi pas continuer comme beaucoup le font dans l'entreprise où j'ai fait mon stage. On verra ça à l'issue. Mais je compte continuer sur cette lancée dans la communication, dans le marketing. Les conseils que je pourrais donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans le commerce marketing, c'est de déjà bien comprendre ces termes-là, commerce, marketing, management. On les connaît, mais on ne sait pas toujours bien ce qui se cache derrière. Donc déjà, bien creuser. Et puis aller dans cette filière si c'est ce qui vous intéresse et il y aura plein de choses à découvrir.